Bienvenue dans les voies de Caliantus. Je m'appelle Léa et je serai votre guide dans un espace où les symboles s'entrelacent avec les récits et où les légendes murmurent à travers le temps. Ici, chaque épisode est une invitation à ralentir, à regarder autrement le monde qui nous entoure et à découvrir ensemble ces fragments de culture qui éveillent l'imaginaire et poétisent notre quotidien. Interviews, lecture de contes, analyse et recherche, que vous soyez curieux de comprendre ou simplement en quête de nouveaux imaginaires, laissez-vous porter par ces histoires anciennes et par la sagesse des symboles qui nous relient les uns aux autres. Prenez une grande inspiration et ouvrez avec moi la porte de notre héritage. Bonjour à tous, aujourd'hui je suis ravie de recevoir au micro Joy Rivaud, docteur en histoire et archéologie, spécialiste de la Grèce antique. Avec elle, on va plonger au cœur des animaux réels et fantastiques de cette époque, de ce qu'ils disent de l'Antiquité, des liens aux hommes et de leur postérité. Alors vous allez voir, on a dû faire beaucoup de choix parce qu'il y a beaucoup à dire, mais on va vous emmener avec nous aujourd'hui dans l'imaginaire du serpent. On va vous emmener du serpent au dragon dans des terres hostiles pour vous permettre de comprendre de quoi il s'agit quand on parle de ces espèces-là en termes d'imaginaire. On va brosser de grandes questions que l'on se pose en général à leur sujet. Voilà, le serpent, la dualité, la régénération, la mort, l'immortalité, la mythologie évidemment, son rôle dans les médias, dans la pop culture, la fascination qu'il suscite aussi beaucoup. On va parcourir avec tout ça avec vous et avec Joy surtout, voilà, qui nous fait l'honneur de sa présence aujourd'hui. Parce qu'en termes de symbolique, le serpent, c'est quand même un énorme vecteur. Et voilà, il est très, très puissant, une grande, grande charge. Et c'était très intéressant pour moi de faire intervenir une spécialiste de la Grèce antique parce que je savais déjà qu'il était assez présent. Donc merci Joy déjà, je vais te laisser te présenter et aussi te laisser nous dire un petit peu dans ta carrière si tu as été voilà, face à des serpents, à travers des manuscrits peut-être en archéo. Tu nous diras tout ça, je te laisse te présenter et introduire avec ça. Merci Léa, je suis vraiment ravie d'être là. Et donc comme tu l'as très bien dit, je suis historienne et archéologue, spécialiste de la Grèce antique, plus particulièrement de la religion dans la Grèce antique. Et donc effectivement, je pense, comme tous les archéologues, j'ai été amenée à rencontrer quelques serpents au détour de sites, un peu planqués entre les pierres ou lovés dans un recoin un petit peu caché. Bon alors il faut dire que on a aussi cette mauvaise habitude d'aller explorer un peu partout et parfois évidemment on dérange des petites bêtes qui n'ont rien demandé, des serpents mais aussi des scorpions. Alors, sinon en dehors du terrain, j'ai aussi souvent croisé la route du serpent, puisque comme je le disais, je suis spécialiste des pratiques cultuelles, et c'est un animal qui est associé à de nombreuses divinités. Il accompagne par exemple, le célébrissime dieu de la médecine Asclépios, mais aussi des dieux, et des déesses qui sont plutôt en lien avec la fertilité et le monde des morts, que l'on qualifie donc de chtoniens, comme par exemple la déesse mère Gaïa ou le dieu des enfers Hadès. Tu peux faire Et peut-être une petite, un éclaircissement sur les mots, le mot chtonien peut-être, pour ceux qui ne sont pas familiers. oui, alors chtonien, ça veut dire qui est en lien avec l'au-delà, avec le monde des morts en fait, Ok, tout merci simplement. beaucoup. Et donc l'un des aspects les plus universels du serpent, c'est sa capacité à muer, ce qui en fait un symbole de régénération, de renaissance et d'immortalité,
dans plusieurs cultures antiques, hein, c'est pas propre à la Grèce. Et c'était d'ailleurs pas un hasard si Asclépios, qui avait découvert le secret de la résurrection grâce au sang de la gorgone Méduse, parce qu'en fait c'est la déesse Athéna qui a offert au dieu de la médecine deux fioles contenant le sang de Méduse, et il y avait l'une d'elles qui avait le pouvoir de guérison et donc de régénérer, de ressusciter les morts, et puis l'autre avait le pouvoir inverse, c'est-à-dire c'était un poison mortel. Et donc ce dieu-là, Asclépios, il est toujours représenté avec un serpent enroulé autour de son bâton. Euh, un savoir qui d'ailleurs a été jugé trop dangereux par le grand dieu de l'Olympe, Zeus, qui n'a donc pas hésité à foudroyer Asclépios pour préserver l'équilibre cosmique, avant de finalement décider de l'élever au rang de constellation du Serpentaire, hein, pour lui rendre hommage. Et en fait, cette constellation, elle est représentée comme un homme qui tient un serpent entre ses mains, et c'est une constellation qui se trouve entre celle du Scorpion et celle du Sagittaire. Mmh. Un classique, chez Zeus de d'envoyer dans le ciel, Ouais, ceux à qui il a une c'est petite un grand histoire. classique. Voilà. OK. Merci beaucoup, super Et, intéressant le serpentaire. Ouais. et du coup, cette capacité de renaissance, elle confère au serpent un statut tout à fait ambivalent. Il y a cet aspect cyclique et sa proximité avec le sol, donc avec la terre, qui en font à la fois un symbole de vie et de mort. Et c'est pour ça qu'il est intimement lié à la fertilité et au monde souterrain. Et on le retrouve aussi dans les cultes de grandes déesses qualifiées de mères. Comme je le disais tout à l'heure, il y a Gaïa, mais aussi des déesses comme Déméter ou Perséphone. Et il devient aussi un gardien des lieux sacrés et funéraires, puisqu'il est considéré comme étant un messager entre les mondes. Et quand Apollon, le dieu Apollon, tue le serpent Python pour prendre possession de l'oracle de Delphes, il ne fait pas que vaincre un monstre. En fait, il impose la suprématie de la lumière et de la raison sur les anciennes forces chthoniennes. Mmh. Et on trouve donc aussi assez naturellement le serpent aux côtés de divinités infernales, hein, je le disais, comme Hadès, qui est le maître des enfers, mais aussi une autre déesse un peu moins connue. Il s'agit d'Hécate, qui est la déesse de la magie et des forces occultes. Ouais, c'est super intéressant. On voit vraiment là, avec tout ce que tu nous dis qu'à l'époque, ils avaient, pléthore de représentations de serpents avec, beaucoup de divinités différentes. Et là aussi où moi, j'étais trop, trop contente de te rencontrer, c'était pour, que tu puisses nous en dire un peu plus sur, bah, vraiment les relations qu'avaient les gens avec le serpent, en fait. Tu disais en plus tout à l'heure que tu étais spécialiste de pratiques cultuelles. Ça, c'est, je pense, un point sur lequel il faudra que tu reviennes parce que c'est vraiment fascinant. Hem, voilà, quelles étaient vraiment, enfin moi c'est ma question un petit peu, voilà, de l'extérieur, quelles étaient les relations avec le serpent que les gens pouvaient avoir? Comment il intervenait dans leur vie? Je crois que quand on en avait un peu, parlé toutes les 2, tu m'avais parlé, d'Épidore, d'un endroit qui s'appelle Épidore et qui est en lien avec, je crois, un symbole qu'on connaît tous un peu, mais je vais te laisser, raconter tout ça. Oui, effectivement. Alors Épidore, c'est un site extrêmement connu, notamment pour son théâtre antique, qui est remarquablement conservé. Mais assez peu de visiteurs savent qu'en fait le site était un grand sanctuaire thérapeutique qui était donc dédié au dieu de la médecine, encore lui, Mmh. Asclépios. Et en fait, dans l'Antiquité, les malades y venaient chercher la guérison sous la protection du coup d'Asclépios, mais aussi d'une autre déesse, elle aussi un peu moins connue, c'est Hygie, qui est sa fille et Ouais, qui est en fait la déesse de la santé. je l'adore, ouais, j'ai un buste, d'elle chez moi. Ouais, ouais, elle est représentée souvent avec une coupe en effet, si on se promène, ouais, si vous avez l'œil, vous la trouvez souvent autour des pharmacies, des centres médicaux, elle a ce serpent qui vient dans cette coupe, voilà. Moi Ouais, je l'ai pu exactement. reconnaître, ouais. Et elle aussi est représentée avec le serpent. Et en fait, donc, les malades étaient protégés par ces deux divinités à l'intérieur de ces sanctuaires, et ils se faisaient aussi soigner par de vrais médecins. En fait, c'était donc Épidore, mais comme tous les autres sanctuaires dédiés à Asclépios, c'était en fait des hôpitaux dans lesquels on pouvait profiter d'un double service, à la fois une protection divine, mais aussi des soins apportés par des professionnels de la médecine. Et ce qui rendait vraiment ces lieux fascinants,
c'est la présence de serpents sacrés à l'intérieur qui étaient laissés en liberté dans le sanctuaire, en Oh fait. waouh! Alors ils étaient ouais, ça devait être impressionnant, mais en fait, ils étaient tout à fait inoffensifs. C'était en fait, des, reptiles qui étaient considérés comme les intermédiaires du dieu et donc ils incarnaient son pouvoir de guérison et on les utilisait pour leurs propriétés régénératrices, Ouais. notamment pour résoudre les problèmes de fertilité, et soigner les plaies béantes. Alors en fait, le fonctionnement, il était très simple, c'est ce qu'on appelle l'incubation, c'est-à-dire que, il y avait des salles réservées dans lesquelles, on mettait les patients, ils allaient passer la nuit, à l'intérieur. Ça pouvait être à l'intérieur du temple ou dans des portiques, et le dieu et la déesse étaient censés venir dans les rêves en fait des malades pour leur parler et les guérir, les aider à guérir. Et ces malades-là attendaient que les serpents sacrés, qui étaient donc en liberté dans ces structures, ils attendaient que ces serpents viennent sur eux, passent sur leur plaie ou lèchent leur plaie, en Mmh. tout cas qu'il y a un contact avec la plaie, et que donc leur pouvoir de régénérescence les aide à guérir, en fait. Waouh, OK, ça devait être une sacrée expérience de d'attendre le serpent, sur, sa blessure, quoi. Ouais, c'est plus qu'un hôpital, c'est vraiment une expérience presque Ouais. mystique, Ouais, c'est presque initiatique, c'est ce que j'allais dire, ouais, tout à fait. ouais. Et OK. du coup, c'est de là que vient, ce célèbre, bâton d'Asclépios, en fait, le serpent enroulé, autour du bâton qui est, le symbole de la médecine qu'on utilise encore aujourd'hui, Mmh. et qu'il ne faut surtout Surtout pas pas confondre confondre, ouais, avec le avec le caducée fameux d'Hermès, ouais, avec les ailes. caducée d'Hermès, exactement, puisque celui-ci a 2 serpents et des ailes, en fait, et qu'il s'agit plutôt d'un symbole, commercial et non médical. Ouais, c'est vraiment un amalgame qui a encore beaucoup, je trouve, faudrait presque faire un jeu des 7 différences aux gens pour que ça soit plus clair. Mais effectivement, c'est tellement, 2 choses différentes, caducée, du commerce et le bâton pour la médecine. Et d'ailleurs, moi j'habite à Montpellier et il y a dans la main ce qui est une très ancienne faculté de médecine, une des plus anciennes, d'Europe même. Et donc tu as un énorme tableau avec, la massue quasiment, d'Asclépios. Donc voilà où, cette légende est reprise et où c'est donc vraiment le bâton, quoi. Et donc il y a tout un énorme tableau où on voit ça. Et d'ailleurs, je crois qu'il y a une légende vraiment particulière, à la base de tout ça. Est-ce que tu pourrais nous la raconter, Joy? Oui, alors, selon le mythe, Asclépios aurait vu se diriger vers lui un serpent, et à ce moment-là, il aurait tendu un bâton dans sa direction et l'animal s'enroula autour du bâton et le dieu en profita pour le frapper au sol et le tuer. Et en fait, il y a un second serpent qui serait arrivé et Mmh. qui aurait ressuscité le premier grâce à une herbe, en fait. Et c'est là que Asclépios eut une double révélation. Il aurait compris les vertus des herbes médicinales et puis aussi qu'il était possible de ramener des morts à la vie. Ouais, une énorme épiphanie quoi, à l'époque, ça voilà, tout a changé sa vie, et c'est le serpent qui est au milieu de tout ça. Génial, moi j'adore. Merci beaucoup Joy de nous partager tout ça. J'ai évidemment, tout un tas de questions dans ma besace pour toi, mais là ce qui me vient, c'est vraiment, j'imagine que du coup tu retrouves, en tout cas moi de loin en regardant toujours la mythologie avec mon œil un peu sémiologique, on retrouve vraiment beaucoup de traits un peu serpentiformes, notamment, en termes de créatures, un peu fantastiques, dans la mythologie. Qu'est-ce que pour toi ça vient dire? Est-ce que tu as repéré peut-être des constantes? Je crois aussi que c'est enfin, selon moi, c'est souvent en rapport avec les femmes et je crois que c'est un thème que tu étudies beaucoup aussi. Donc j'aimerais bien que tu nous éclaires là-dessus. Dis-nous tout, Joy. Alors oui, un autre aspect, que je trouve aussi, vraiment fascinant, associé, au serpent, c'est bien sûr son lien, récurrent, tu as tout à fait raison, avec, les figures féminines, et aussi, des figures hybrides et ce lien, on voit, ça n'est pas uniquement en rapport avec la fertilité. En fait, le serpent, c'est aussi le symbole de la connaissance interdite
et de la puissance incontrôlable. Et donc ça fait Mmh. écho à la manière dont les femmes puissantes étaient perçues dans l'Antiquité, Ouais. c'est-à-dire dangereuses, monstrueuses ou transgressives. Et donc on le voit très bien avec, certaines créatures mythologiques comme par exemple, la Lamia et Echidna, qui sont des créatures donc mi-femme, mi-serpent. Elles sont absolument fascinantes et aussi mortelles. Elles incarnent vraiment, cette peur masculine d'une féminité séduisante et dévorante comme ce qu'on connaît avec, le mythe des vampires, dans la tradition Ouais. médiévale, par exemple. Mmh. Ouais, ouais, même, Et quand puis tu parles de je fais un petit lien et puis après, je te laisse, nous mmh, parler des autres, mais ça me fait vraiment penser à Mélusine, au Moyen Âge, mmh, qui est une femme serpent et ben, et puis en fait, c'est vraiment cette particularité-là qui est au cœur de sa geste, de son histoire. Puisqu'en fait, voilà, elle se marie avec un seigneur et elle lui dit: «Mais non, tu ne dois pas, par contre, venir me déranger le samedi». En termes de symbolique, c'est aussi il y a toute une myriade de raisons pour ça, mais et donc lui, ben, il va pas accepter. Il va pas accepter, il va vouloir aller la voir le samedi, il va découvrir qu'elle est en train de prendre son bain et qu'elle a une queue de serpent. Et du coup, elle est, évidemment, stigmatisée tout de suite et elle va s'en aller et c'est un mythe qui a eu vraiment beaucoup, beaucoup de succès, au Moyen Âge, qu'on retrouve même, en fait, si on va un petit peu, loin, dans le logo de Starbucks, puisque c'est une, mélusine, en fait. Elle a tellement été connue qu'en fait, elle a pris quasiment, il y a un meuble héraldique qui s'appelle, la mélusine, en fait, et qui, fait référence finalement de loin à cette histoire. Comme quoi vraiment, on voit que, l'imaginaire de la femme et du serpent, c'est vraiment, quelque chose qui est venu jusqu'à nous, quoi, à travers tout ça et Starbucks évidemment parce que voilà, il y a eu, toute une iconographie de la mer parce que le café et cetera, on va pas c'est pas le propos ici, mais je voulais juste faire cette petite, parenthèse parce que vraiment au Moyen Âge, tu parlais de vampires, il y a voilà, cette féminité, elle est encore très présente, quoi. Voilà. bah, merci Léa pour cette anecdote. Je connaissais pas du tout, le lien entre Mélusine et Starbucks. Aussi, ouais. C'est très intéressant. Mmh. Hem et oui, effectivement, il y a d'autres, figures féminines, qui sont associées au serpent dans la mythologie grecque. Alors bien sûr, il y a Méduse, que Ouais, tout bah, le monde oui, connaît, la la grande. fameuse, Gorgone, dont le regard pétrifie, et elle, donc son lien avec le sang et la transformation est, est vraiment extrêmement, puissant et donc selon la légende, elle aurait donné naissance à 2 créatures mythiques bien connues. C'est-à-dire une fois qu'elle a été, décapitée, hein, une fois qu'elle est morte, Mmh de mh. son Ouais. sang seraient nées ces 2 créatures, donc le cheval ailé Pégase et encore une, créature serpentiforme, le fameux serpent dragon basilic. Ah. On retrouve d'ailleurs, donc ce basilic, je pense que tout le monde le connaît grâce, au livre 2 d'Harry Potter, hein, La Ouais. Chambre des secrets. Donc le serpent légendaire, sème la terreur dans toute l'école, et il agit sous les ordres de l'héritier de Serpentard. Ouais, ça Donc, aussi c'est vraiment juste fascinant parce que, au Moyen Âge, il y a beaucoup, beaucoup de choses aussi sur le basilic et alors des trucs, vraiment enfin moi j'ai, vraiment précisément un peu étudié là-dessus et sur comment il est né, entre un coq et un crapaud, c'est un œuf qui doit pourrir, enfin c'est la gestation du basilic et sa naissance, c'est vraiment un truc, à part quoi. C'est une créature, l'œuf il doit avoir entre 7 et 14 ans, enfin voilà, il y a tout un truc comme ça et ensuite, comme tu disais, par rapport à Harry Potter évidemment J.K. Rowling elle s'est, enfin s'il y a encore des gens qui ont un doute ici, qui nous écoutent, voilà, c'est une fine connaisseuse, de l'Antiquité et et donc au niveau du basilic et bien, qui pétrifie par le regard, mais c'est évidemment au Moyen Âge 2 caractéristiques. Il y avait le fait qu'il puisse, avoir, un regard qui tue, donc qui pétrifie comme tu disais, comme par rapport à Méduse, mais il y a aussi son haleine, il y avait son haleine pestilentielle et une des seules, créatures qui pouvait lui tenir tête, enfin il y en avait plusieurs, hein, mais notamment il y avait la belette parce qu'elle savait, elle seule, trouver la rue, c'est-à-dire une plante qui permettait justement de se soigner des blessures du basilic
et c'était une des seules plantes qui résistait à l'haleine fétide du basilic. Bref, petite parenthèse, mais je me dis: «Il faut absolument que j'en parle parce que c'est quand même tellement, à part tout ça chez le basilic que je me permets de poser ça là, quoi. Voilà. Merci, c'est très intéressant. Je ne saurais pas dire, ce qu'il en était, de l'haleine de méduse, mais en tout cas, elle avait elle aussi le regard qui pétrifiait et bien sûr, elle avait, ses Mmh. cheveux étaient des serpents, hein, évidemment Ouais, et d'ailleurs, c'était pas la seule créature qui avait, cette caractéristique-là de cheveux de serpent. Il y avait aussi les érinys qu'on connaît, plutôt sous le nom de furies en général ouais. et Mmh. qui étaient, des divinités de la vengeance et parfois décrits, voilà, avec des cheveux, de serpent comme Méduse. Et elles, ce sont des esprits de la justice implacable, hein, qui, punissaient, ceux qui avaient commis des Ah crimes oui. impardonnables. Ouais, là, tu rigoles pas, là. Non, là, ça rigolait pas du Là, tout. ça rigolait pas. Hem et finalement, ce que je trouve intéressant aussi, parce que tu faisais le lien avec, aujourd'hui avec Starbucks et on peut aussi faire ce lien-là avec Méduse qui est, vraiment aujourd'hui devenue, une icône féministe. Ouais. C'est vraiment, plus seulement, une créature terrible, terrifiante et meurtrière, c'est aujourd'hui plutôt un symbole de puissance face aux violences masculines, en fait. Mmh. Puisque, le mythe originel, Méduse, avant d'être cette créature, terrifiante, c'était, une prêtresse d'Athéna, une très jolie jeune fille prêtresse d'Athéna qui, en fait, a été violée dans le temple de la déesse par Poséidon Et et oui. ensuite, elle Mmh. a été punie par Athéna et transformée en Gorgone. Encore une fois, un peu classique dans l'Antiquité, Ouais. ce genre de choses. Mais ouais, super intéressant et donc c'est toi qui m'as fait mettre, le doigt là-dessus, mais elle est, le visage de Versace quand même, Méduse. Alors dans cette Oui. version dont tu parles qui est en fait avant qu'elle soit transformée finalement, ou encore dans cette beauté un petit peu fascinante et donc en allant regarder un petit peu le pourquoi du comment, elle a été choisie par Versace et ben, justement c'est exactement ce que tu disais, le créateur disait qu'en fait, c'était parce qu'elle incarnait, une femme un peu fatale, un peu redoutable et qu'il avait Mmh. besoin, lui, pour sa marque, il voulait quelque chose de très puissant quoi, de très assumé et donc c'est pour ça qu'il a choisi Méduse. Mais je pense que les gens, ne savent pas que c'est, le symbole de Versace donc merci beaucoup Joy pour ça quoi. C'est vraiment, On va Ce super intéressant. podcast va changer leur vie. Vous allez ressortir d'ici, ça va être incroyable. Bouleversée. Et je voulais juste rajouter aussi, que le serpent, c'est aussi un animal qu'on retrouve beaucoup dans l'univers des sorcières. Donc Ouais, certes dans bien sûr, ouais. l'Antiquité, mais de manière générale, parce qu'il est, évidemment lié au savoir interdit, au poison et aussi aux remèdes. Et c'est pour ça que, Médée, donc qui est la sorcière, de la mythologie grecque par excellence, elle utilisait, le serpent pour faire ses potions. Et puis, c'est aussi une héroïne qui est, profondément liée à une autre créature fantastique tout à fait emblématique et qui a été créée à partir du serpent, c'est, le dragon Et oui, merci et pour la en fait transition Joy, ouais, parfait. après avoir assassiné ses enfants, Médée, elle va prendre la fuite sur un char qui est tiré par des dragons ailés pour échapper à la justice humaine, en fait. Et c'est trop bien, effectivement, on voulait aussi vous emmener dans ces terres, hostiles, peuplées de dragons. D'ailleurs, j'ai appris beaucoup, récemment en prenant des notes là-dessus, sur, le fait que, à l'époque, oh, c'est quoi? Peut-être au XVIIe siècle, au moment où on cartographiait beaucoup le monde, les endroits qu'on ne connaissait pas et bien, en latin, c'était marqué Hinc Sunc Dracones, c'est-à-dire là où vivent les dragons. Là où on sait pas, c'est un peu, l'inconnu, bah, là-bas vivent les dragons. Donc je trouvais ça intéressant de voir que c'était aussi vachement lié, à quelque chose, voilà, quelque chose qu'on ne maîtrise pas, en fait et c'est là-bas où on va mettre des dragons. Donc c'est pour ça, que je voulais vraiment parler avec toi de cette créature-là qui est loin d'être anodine et qui est, surtout omniprésente en fait, dans la pop culture, enfin je veux dire dans les films maintenant, quasiment tous les films fantastiques, tu vas avoir un dragon et la quand on a préparé cet épisode et bien tu m'as dit qu'en fait à la base, les dragons n'étaient pas des cracheurs de feu
et j'ai trouvé ça très, très intéressant et j'ai envie que tu partages, tout ça avec nous donc voilà. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur les dragons, dans l'Antiquité? Alors en fait, c'est vraiment très intéressant parce qu'en grec ancien, donc le mot dragon, il vient du grec drakon et en grec, ça désigne exactement, enfin ça désigne 2 choses qui sont pour nous différentes. C'est à la fois le dragon et le serpent et en Mmh. fait, étymologiquement, drakon, ça vient d'un verbe qui voudrait dire celui qui fixe du regard. Mmh. Et donc on comprend mieux Et là oui, on le comprend lien mieux avec le le pouvoir basilic, de tout ça. Méduse, le Mmh. basilic, voilà, tout s'éclaire. Et donc en fait, les dragons antiques, c'était avant tout de gigantesques serpents et souvent, c'était, les gardiens de trésors ou d'un savoir interdit. Donc il y a quelques exemples très connus dans la mythologie. Il Ouais. y a le fameux, serpent à 100 têtes, qu'on appelle l'Adon, qui garde, les pommes d'or, du jardin des Hespérides, qui fait partie des 12 travaux d'Hercule, hein. Ouais, tout à fait, ouais. Hem, on a aussi le fameux dragon de Colchide, qui était le gardien de la toison d'or. Et là, il y a encore un lien avec la sorcière Médée, puisque Oui. c'est elle qui va l'endormir par sa magie. Et donc, grâce à elle, Jason va pouvoir récupérer la toison d'or. Et puis, il y a le dragon Python de Delphes que j'évoquais tout à l'heure, qui a été vaincu par Apollon. Et donc, ça, c'est vraiment des dragons emblématiques de la mythologie. Et elle crachait pas du feu alors? Et il crachait pas du feu, alors sauf le dragon de Colchide, qui, était, selon certains textes, un cracheur de feu. Donc ça n'est pas une caractéristique, Ouais, c'est ça qui est intéressant. Ouais. essentielle du dragon dans l'Antiquité. C'est vraiment, et puis comme je le disais, là, il y a vraiment différents types de dragons. On a un dragon à 100 têtes, on Mais a, oui, il des crache pas dragons du feu, mais ailés, il a 100 têtes, ça va quoi en termes de voilà. en termes C'est de suffisant. On va peut-être pas lui ouais, rajouter, de 100 terreur, têtes ça qui va. crachent du feu. Ouais, c'est clair. Mais voilà, le dragon de Delphes, en fait, c'est un serpent géant, c'est juste le python. Donc en fait, ils peuvent avoir, voilà, quelques caractéristiques en plus, mais globalement, ce qui ressort et on le voit bien dans les représentations antiques, ce sont, des serpents géants. C'est ça, qui caractérise, les dragons, dans la mythologie grecque. Mais ouais, mais finalement, ça me fait penser que c'est ça qui est aussi beaucoup revenu en fait jusqu'à nous, hein, Smaug là dans le Hobbit, quand même, il est énorme, il est gigantesque. On parle même pas des dragons de Game of Thrones. Je pense qu'il y a eu un vrai, désir de les faire, aussi grands, aussi gigantesques. Bon, évidemment parce que la série, va dans le sensationnel, mais il y a c'est vraiment, je trouve, quelque chose qui est resté, enfin moi j'ai un petit faible pour Smaug quand même que je trouve déjà parce que c'est la voix de Benedict Cumberbatch et que je trouve que ça marche très bien. Mais par rapport à ça, j'avais une info qui pouvait t'intéresser, Joy, que je te donne, là en avant-première, et pour nos auditeurs évidemment. C'est qu'en fait, j'ai découvert que, au départ, j'étais un petit peu, surprise, en tout cas j'avais pas vu avant Daenerys, une femme chevaucher un dragon ou ayant un lien si étroit. Dans mon imaginaire, c'était pas vraiment représenté, quoi. Et en faisant quelques recherches, j'ai découvert que dans le conte de Madame d'Aulnoy, qui s'appelle La Chatte Blanche, bah, il y avait une fée, la fée violente, qui porte bien son nom parce qu'elle est pas tendre et qui chevauche un dragon pour dominer, ceux, qui ne se soumettraient pas à son pouvoir. Et je trouve que c'est fascinant parce qu'en fait, voilà, bien avant Daenerys, on avait déjà, des exemples de femmes qui soumettaient, enfin soumettaient, en tout cas les populations, le dragon peut-être qu'il est, consentant, mais voilà, je trouve que c'était, encore une fois une façon de faire un lien avec la femme, quoi. Ouais, Donc et c'est voilà. intéressant qu'elle soit appelée la fée violente et pas la sorcière. Oui et c'est C'est une fée, tout intéressant à aussi. fait. Ouais, ouais, tu fais bien de le remarquer, c'est vraiment une fée. Et oui, du coup, c'est vrai que Médée, elle, on la voit, sur son char, c'est un char, tiré par des dragons, mais les dragons, en l'occurrence, ne sont pas là pour, instaurer la terreur, et sa domination sur le reste du monde, mais simplement pour la sauver. Donc on est sur une configuration un peu Ouais, différente. un peu différent, ouais, mais voilà. En tout cas, ça fait Mais du vraiment coup plusieurs femmes dans notre imaginaire qu'on peut associer au dragon, quoi, maintenant. oui, c'est vrai.
Et du coup, pour revenir ce que tu disais, sur Smaug, donc j'aime beaucoup aussi, Oui, ce petit trop bien animal, départ. ouais et je trouve aussi que c'est vraiment très intéressant parce que, oui, il est vraiment inspiré, donc des créatures fantastiques médiévales, tu le disais, mais on trouve quand même, des éléments communs avec le bestiaire antique et ça, je trouve ça vraiment Oh! intéressant. Tu penses à quoi? Parce que Smaug, Smaug, c'est quand même le gardien du trésor, en fait, Ouais, c'est qui, vrai. appartient originellement aux nains, mais il garde ce trésor-là, et c'est vraiment une caractéristique, des dragons antiques. Le dragon de Colchide, qui gardait la toison d'or, là, que Médée a affronté. En plus, ce dragon-là, je le disais, il crachait, des flammes, en l'occurrence, donc il ressemble vraiment à Smaug, je trouve. Mmh. Et puis, il y a aussi le dragon, qui a 100 têtes, le fameux Ladon que j'évoquais tout à l'heure, qui gardait, Les les pommes. pommes d'or du jardin des Hespérides. C'est des pommes en or, hein, donc c'est quand même un trésor et on a aussi cette, voilà, cette fonction de gardien de trésor et puis franchement, ça me fait vraiment penser à, une autre référence, au fameux serpent du jardin d'Éden, Eh oui, puisque je trouve qu'il les pommes. ressemble quand même Ouais, étrangement au dragon antique qu'on ouais, vient d'évoquer. On ouais, ouais. parle quand même d'un serpent enroulé autour d'un arbre. On a une pomme qui symbolise la connaissance, une femme qui Ouais. transgresse un interdit divin. Donc là, on a tous les codes, antiques, en fait. Ouais, comme quoi il y a tout est lié à tout finalement, les références, s'entrecroisent, quand on veut bien, creuser un petit peu. Donc, tu as raison de le soulever, c'est super intéressant de voir qu'il y a une constante, de ce côté-là. De ce côté-là, Et c'est puis, sûr. Ouais, et puis pour revenir ce que tu disais, sur ce que tu disais sur Danaris, c'est vrai qu'il y a une ambiance un peu différente, dans la série Game of Thrones, ouais. où je trouve que les dragons, ils incarnent davantage, tu disais qu'ils sont très gros et c'est vrai qu'ils incarnent davantage, peut-être un pouvoir, destructeur, Ouais. et salvateur de Daenerys Targaryen, qui est la prétendante, hein, au trône de Ah fer, oui, bien sûr. et là encore, on a affaire quand même à une femme et une femme puissante, hein. C'est quand même la mère de 3 dragons, et elle est dangereuse puisque, elle veut mettre son pouvoir au service du bien, mais assez vite, on voit qu'elle finit par sombrer, en fait, dans une sorte de chaos destructeur, Mmh. un peu comme Méduse et les autres figures hybrides qu'on a mentionnées. On voit bien que Daenerys, elle incarne quand même, une forme de monstruosité. Alors pas dans son apparence physique, mais en tout cas dans ses actions. Donc je trouve Oui, que c'est c'est sûr qu'elle est intéressant un petit peu aussi, elle est un petit peu cruelle, surtout ouais. à la fin de la série. Écoute, j'adore, trop bien. Merci, de me faire revoir, les séries, enfin moi et les auditeurs, qu'on connaît bien. Écoute, je te propose qu'on conclue ici, par rapport aux serpents et aux dragons. Si pour toi, on devait faire un petit, vraiment un tout, tout petit, résumé, qu'est-ce qui pour toi, est essentiel, à retenir à propos de tout ce qu'on a dit? Alors si on devait résumer, je pense qu'on pourrait dire que, le serpent, c'est un symbole, d'ambivalence puisque, il guérit et il tue, il protège et il détruit et puis il incarne aussi à la fois la connaissance et la transgression. C'est vraiment, le gardien par excellence, le gardien du cycle de la vie. C'est Mmh. aussi un passeur entre les mondes, heu et c'est celui qui offre en fait, l'accès au savoir interdit et qui ose pardon, le regarder en face. Ah oui, c'est vrai Donc qu'il y a vraiment, cette histoire de gardien, quoi. Mais ouais. trop bien. Bah, maintenant, la prochaine fois que vous croiserez un serpent, ben, vous vous souviendrez. Il y a peut-être une, légende qui se cache derrière son regard, mais son regard fixe, hein, comme le basilic. Merci, à tous pour votre attention et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode.